Alors, bienvenue dans ce webinaire organisé par Néologie en partenariat avec la société Les Comnambules. Je suis Hélène Gattard, Startup Manager. Et pour rappel, Néologie possède 3 grandes missions: accompagner, héberger et animer. Et dans ce programme d'animation, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Guilbeault, le cofondateur de l'agence Les Comnambules, qui va nous expliquer comment propulser l'image de votre startup. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous, on pourra les relayer ensuite à Jérôme. Et je vais laisser la parole à Jérôme Guilbeault. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, alors, je vais essayer de partager mon écran. Comment ça marche? Plutôt écran ou fenêtre, tu crois? Comme tu veux. L'écran, ça veut bien. Oui. Donc là, c'est bon. C'est bon. On prend tout le côté, là, mais c'est pas grave. Je passe mon écran en plein écran, mais c'est très bien. Donc oui, merci d'être là pour recevoir ces quelques conseils et bonnes pratiques pour définir l'image de marque de votre start-up ou de votre entreprise. L'idée, c'est d'essayer de vous donner des clés pour bien envisager les différentes solutions qui s'offrent à vous autour de 3 axes essentiels qui sont le logo, le site internet et, à mon sens, le motion design pour permettre d'installer votre image de marque et développer votre activité sans après avoir à vous en soucier une fois que c'est lancé. Beaucoup de jeunes entreprises ou de startups se lancent dans l'aventure avec une bonne connaissance de leur métier et passent l'étape du logo et de la communication un peu au second plan en se disant il me faut un logo, je vais en prendre un et puis ça sera fini. Sauf que en fait derrière il y a beaucoup d'implications. Et que c'est difficile après de revenir dessus une fois que l'activité est engagée, que les premiers clients arrivent, tout ça. Donc, il vaut mieux installer un bon univers de marque dès le début, plutôt que de partir un peu à l'aventure et de se dire on le fera plus tard. Et la même chose pour le site internet. Donc, pour commencer, comme toujours, il y a un contexte. Donc, une veille s'impose. En fait, votre marque est installée dans un univers concurrentiel avec des partenaires et un secteur d'activité qui vous est propre. Donc, l'idée, c'est vraiment de chercher, de faire une veille sur tout votre univers de marque. Dans quoi je vais m'inscrire? Donc, à la fois les grands concurrents, les petits concurrents et tout ce contexte-là. Le but étant ensuite, quand vous allez créer ou faire créer vos supports de communication et vos logos, votre site internet, c'est de pouvoir se démarquer tout en répondant, tout en utilisant le langage approprié, afin que ce soit reconnu par vos cibles. Donc là, le deuxième point stratégique, c'est de définir votre axe de communication. Parce que effectivement, vous avez un positionnement. Donc là, on s'approche presque du marketing. Mais malgré tout, ce marketing-là va vous permettre de vous positionner sur votre communication. Donc l'objectif étant d'avoir une création graphique qui fait passer visuellement le message que vous avez défini dans votre stratégie marketing. Et plus votre message sera clair, et plus son impact sera efficace. Donc souvent, depuis que je crée des logos pour des marques, on a donc le brief client. Donc un client vient nous voir, voilà, j'ai besoin d'un logo pour telle activité. Et donc il y a une réunion qui s'installe avec des échanges. Et là, les questions sont quelles sont vos couleurs préférées, qu'est-ce que vous attendez, quelle est votre stratégie.
Et souvent, les gens, ils aiment bien le bleu ou ils aiment bien le rouge. Et puis, un logo comme ci, comme ça, mais voilà, pas trop d'idées. Et en fait, là-dessus, à mon tour de travailler en tant que directeur artistique, de travailler sur savoir quelle approche je vais leur proposer. Et une fois sur deux, j'ai des chances de tomber complètement à côté de ce qu'il fallait faire, parce que effectivement, la personne ne s'était pas forcément posé les bonnes questions. Donc, depuis quelque temps, vient vers moi pour me demander un logo, je propose d'abord une planche tendance qui permet de positionner vraiment les axes de recherche. Mais c'est un travail que tout un chacun peut faire, parce qu'en fait, la planche tendance va définir l'univers graphique dans lequel va s'inscrire le logo. Donc, c'est bien de travailler en amont cette planche tendance. C'est pas un mood board, c'est plus qu'un mood board, on va dire. Et c'est pas non plus une charte graphique, mais c'est un univers graphique duquel tout va découler. Donc là-dedans, on peut tout entrer. Il y a tout un tas de données qui vont permettre d'inscrire visuellement toutes les créations par la suite. En fait, la planche tendance va guider vraiment toutes les créations, alors dès le début avec la création du logo, mais aussi après tout l'univers graphique qui va en découler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un document à créer ou un site internet, que ce soit digital ou print en tout cas, vous pourrez vous appuyer sur cette planche tendance pour vous dire, ah ben tiens, ça c'est dans cet univers que je dois aller. Parce que quand le temps passe, et les goûts évoluent, on a vu quelque chose à droite, à gauche, et du coup on a tendance la marque et votre identité de marque a tendance à se déliter dans le temps. Donc l'important c'est toujours de se reporter à cette planche tendance pour pouvoir se dire, ah, il faut que je revienne à cette base-là. C'est un peu la genèse un peu de tout votre univers graphique. Donc j'encourage aujourd'hui les clients soit à amorcer le travail, ou alors s'ils n'ont vraiment pas d'idée ou pas de temps, c'est le travail de l'agence ou du freelance qui va mettre en œuvre et qui va vous proposer ensuite, et vous aurez à adhérer ou non à cette planche tendance. Donc elle contient le champ lexical, donc c'est des mots, une iconographie, des textures ou des motifs, des couleurs, des typographies. Et tout ça s'agence de façon à ce que ça soit, que ça apporte une cohérence et derrière que la marque s'inscrive dans cette cohérence-là. Comment on fait? Donc ça ressemble à ça, une planche tendance. Donc il y a les inspirations en haut à gauche avec les inspirations artistiques d'où viennent ces visuels. Donc ça a été pioché à droite à gauche. On a un univers coloriel qui se met en place et des typographies, des mots qui expliquent un peu tout ce qu'est la tendance dans laquelle on veut inscrire la marque. Donc ça, c'en est une autre. Et ça, c'en est encore une autre. Donc on peut voir au fil des planches tendances comment on va définir un style graphique global. Donc le champ lexical, pour commencer, donc ça c'est des noms, des verbes, des adjectifs, des expressions ou des punchlines ou des citations qui peuvent orienter tout ce qui va être la rhétorique un peu de votre communication. Donc c'est très important de noter les mots, c'est un peu comme sous forme de brainstorming, hein. L'iconographie, donc là c'est important d'aller chercher des images, que ce soit des photos ou des illustrations, mais de montrer l'univers, encore une fois, visuel dans lequel on veut s'inscrire. Ce n'est pas forcément des choses qu'on va retrouver texto dans votre charte graphique derrière, mais c'est sur quoi on va s'appuyer et c'est tout l'univers dans lequel on va s'inscrire. C'est pour ça que je parle souvent d'inspiration artistique ou de courant artistique, parce que c'est quand même là-dedans qu'on peut arriver à trouver le maximum de choses. Et de toute façon, dans nos recherches au départ, il faut bien s'appuyer sur un style. Donc ça peut être aussi de la mode, mais peu importe en fait si c'est dans votre domaine ou pas. Ça peut être aussi la nature, ça peut être l'univers urbain, peu importe. L'important, c'est d'amalgamer toutes ces choses-là pour pouvoir après s'appuyer sur quelque chose pour la création. Donc des textures et des motifs aussi, c'est très important pour illustrer tout ça. Ça vous servira de fond, et petit à petit, on va voir la personnalité de votre marque qui va s'installer de cette manière-là. Donc où est-ce qu'on peut trouver tout ça?
Google Images, c'est quand même pratique. Pinterest, c'est plus sympa parce que ça va être déjà amalgamer quelques données et puis permettre d'aller chercher des courants un peu plus précisément. Pour les photos, il y a les banques d'images qui sont utiles. Alors là, il n'y a pas besoin de payer les droits parce qu'on n'est pas dans encore une utilisation sur des supports, mais c'est juste une planche tendance, encore une fois. Et puis après, il y a les magazines, les journaux, les encyclopédies, la publicité en général, même les vidéos sur YouTube. Tout peut faire partie de votre planche tendance, même des morceaux de papier et des matières. Donc le but du jeu, c'est pour les textures et les motifs, c'est vraiment de créer de l'émotion et de créer des sensations en fait. On a un toucher, un grain qui peut donner un peu de volume à votre marque. Ensuite, il y a l'univers coloriel qui va se trouver dans cette planche tendance. Donc l'univers coloriel, bon, c'est très important. Il va découler forcément des images que vous aurez trouvées au fur et à mesure. Vous verrez une couleur une gamme de couleurs qui va forcément apparaître au fil des images amalgamées. Et il est important aussi de se fier au sens des couleurs. Alors là, on a plein de règles qui sont installées, on va dire, qui sont plus ou moins à prendre au premier degré, au pied de la lettre. Mais il faut faire attention voilà, dans le sens des couleurs, au contexte dans lequel la marque va évoluer. Donc là, j'ai trouvé sur un site sur Internet quelques sentiments qui sont associés aux couleurs. Globalement, c'est vrai. Après, il y a aussi tout un tas de couleurs qui sont utilisées dans tel ou tel contexte et qui peuvent faire basculer un peu les sentiments associés aux couleurs. Donc ça, c'est la signification des couleurs. Alors c'est très important. Suivant votre activité, vous allez pouvoir, enfin, ça va avoir plus ou moins d'importance sur l'impact que ces couleurs auront sur votre cible. Encore une fois, il faut se mettre à la place de votre cible ou de votre persona qui sera le récepteur de la création. Par exemple, le orange, dans certains contextes, c'est l'énergie et la vitamine, et puis dans d'autres, ce sera les travaux et les BTP. Donc effectivement, si vous êtes dans un secteur qui va être un peu proche des travaux et des BTP, ça tombe bien. Mais il ne faut pas oublier aussi, par rapport au nom de marque que vous avez, d'associer la couleur qui va bien. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. J'avais un exemple pour ça qui était assez drôle, que c'était au départ sur la création de la marque, notre agence, elle a 5 ans, les Somnambules. Et le premier logo qu'on avait défini, comme le nom était assez complexe, on s'était dit on va juste mettre la typo sur un fond. Et on s'est dit on va mettre rouge parce que c'est une tendance rouge, parce que c'est quelque chose qui va bien marquer et qui va être assez visible. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que le rouge, c'était pas forcément que positif et c'est un peu un signe de danger. Donc on est revenu un peu en arrière, on s'est mis sur un fond un peu plus bleu-vert et qui était un peu plus tendance. C'est plus compliqué de changer une marque une fois qu'on est bien installé, donc il vaut mieux le faire assez tôt quand c'est comme ça. Mais le rouge a des avantages, mais aussi des inconvénients, et suivant comment il est utilisé, avec les couleurs associées, ça peut être vite problématique. De la même façon, la planche tendance a vraiment de l'importance parce que quand vous allez voir un prestataire de service pour lui demander de créer votre logo ou un freelance, ou même si vous devez créer votre logo, vous allez avoir envie de mettre du orange, par exemple, pour revenir sur lui. Mais le orange, il y a plein de nuances de orange. Donc en fait, c'est toujours mieux de caler visuellement une couleur plutôt que d'essayer de parler d'un orange mandarine ou d'un bleu ciel ou d'un bleu turquoise. Alors là, on arrive dans des couleurs pastel. Là, on va arriver dans des considérations complètement subjectives et les mots parfois ne sont pas suffisants. Il faut vraiment de l'image. Il faut faire attention aussi sur les différentes couleurs dans les gammes qui sont nécessaires pour la création. C'est-à-dire que sur l'imprimerie,
on a une gamme de couleurs CMJN, donc qui sont décomposées en cyan, magenta, jaune et noir, qui permettent d'avoir une gamme de couleurs de à peu près 16 millions de couleurs, ce qui est pas mal. Néanmoins, qui sont très différentes de ce qu'on peut avoir à l'écran, en RVB. Et là où on va avoir des couleurs beaucoup plus franches et beaucoup plus lumineuses. Donc, il faut bien faire attention quand on choisit des couleurs à cette différence-là. Une même nuance peut vraiment tomber à plat sur la partie CMJN euh, une fois qu'elle est traduite du RVB au CMJN. Donc, les couleurs écran sont assez trompeuses en fait quand on fait des logos avec des éditeurs de logos type Canva ou des choses comme ça. On est toujours content d'avoir des couleurs très flashy et une fois qu'on retombe sur le CMJN pour l'imprimante, pour imprimer, on est très déçu. Donc là, il y a des correspondances qui existent sur Internet entre les deux. Là, j'ai mis des liens, donc quand vous aurez la présentation, vous pourrez aller consulter ça. Les couleurs Pantone existent toujours, mais c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des vrais nuanciers Pantone. Et même les correspondances dans les logiciels de PAO n'existent plus. Donc c'est difficile de s'en servir. Donc ça à manipuler avec précaution. Néanmoins, on peut avoir des couleurs assez flashy sur des Pantone. Mais ça implique un coût supplémentaire chez l'imprimeur, car il est obligé c'est des tons directs qui vont être, qu'il va devoir commander. Ça nécessite un nettoyage machine, etc. Donc ça implique un coût. Et le RVB et le hexadécimal sont très pratiques, notamment pour le web. Donc toutes les couleurs CMJN peuvent être traduites en RVB et en hexadécimal. Donc vous pouvez avoir une homogénéité entre vos supports papier et vos supports digitaux. L'inverse est moins vrai. Donc il faut faire attention. Donc toutes les couleurs doivent être répertoriées dans la planche tendance avec des dominantes et des couleurs complémentaires. De la même façon, la typographie, c'est un choix incroyable de style de typographie. Donc c'est intéressant de pouvoir rassembler aussi dans la planche tendance toutes les typos qui seront utilisées dans ou les familles de typographie qui seront utilisées dans votre charte graphique derrière sur vos différents supports. En fait, tout ça, c'est intéressant de pouvoir amalgamer ces choix de façon à ne plus se poser de questions ensuite. Tout le travail qui aura été fait en amont, ça vous permettra ensuite de gagner du temps sur la déclinaison de vos différents supports. Et tout en gardant une homogénéité de support et un langage commun avec vos cibles. Donc pour la typographie, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a effectivement des choses qui ressortent, des styles, mais il n'y a pas de règles en général sur quel typo pour telle expression. Donc là, c'est plus un peu une question de feeling. On a des classifications qui permettent de discuter avec des prestataires ou encore une fois de pouvoir ranger les typos dans les familles. Donc ça vous permet d'aller chercher aussi sur les différents moteurs de recherche de typos dans quelle famille vous voulez inscrire votre marque. Sachant que ensuite pour la création du logo, il faut quand même privilégier les typos bien lisibles plutôt que les choses un peu trop stylisées. Les ressources typographiques, donc on en retrouve un paquet sur Google Font et sur Adobe Font aussi maintenant. Adobe Font et Google Font qui permettent d'avoir des typographies libres de droit de base. Dafont, c'est il y a une bonne ressource aussi, mais là, il faut se méfier parce qu'il y a des typographies avec droit d'auteur, donc parce qu'il y a des gens qui créent les typographies. Et donc, forcément, ça implique un coût. Derrière, il y a une rémunération. Donc, il y a certaines polices qui demandent à être achetées. Donc, ça, c'est possible de les acheter. C'est pas forcément très cher. Ça peut être très cher aussi, mais pas forcément. Et donc, il faut bien faire attention quand on utilise une typographie, que ce soit pour des supports de communication ou pour un logo. Alors, c'est encore pire. Mais en fait, si vous n'avez pas les droits sur la typographie, le détenteur des droits peut demander à ce qu'on retire complètement toute cette typographie de tous vos supports.
me méfiais pas parce que je me disais il y a quelques années que c'était pas grave, et que avant que le créateur de la police tombe sur l'utilisation que j'en ai faite, il y a peu de chance. Et en fait, assez rapide, je me suis fait rattraper par la police sur une opération de communication pour une chaîne de distribution où on avait fait des belles affiches pop, qui étaient super, qui étaient affichées partout dans tous les magasins, mais c'était des magasins de bricolage, donc c'était pas très grave. Et en fait, l'avocat a appelé en disant bah, attention, parce que ça, c'est quand même ma typo, et vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas payé les droits. Donc on a réussi à s'arranger après, mais bon, ça aurait pu être très préjudiciable. Donc pour fabriquer votre planche tendance, là, il n'y a pas besoin forcément de tuto. Une paire de ciseaux, de la colle et du scotch sur un grand papier, ça peut marcher. Et sinon, après, ça va être avec n'importe quel logiciel de PAO, ou alors même Word, ou PowerPoint, ou encore Canva, où on peut amalgamer des images et se faire ses planches tendances. Il n'y a pas de forme a priori, il peut y avoir plusieurs pages. L'important, c'est d'essayer de trouver une uniformité dans tout ça, qu'elle dégage un univers, qu'elle fabrique un univers, comme on a vu sur les exemples précédents, de façon à ce qu'on puisse s'inscrire dedans pour aller amorcer la création. Que ce soit un univers street art, ou alors quelque chose de très médical, on va dire, mais à la fois humain, et, ou alors quelque chose de très déco, avec des couleurs pastel et assez descendues. Donc en fait, c'est pas besoin d'être énorme, mais il faut quand même pas mal de pièces pour pouvoir élaborer cette planche tendance. Et ensuite, vous la gardez précieusement avec vous, et c'est elle qui va être votre guide. Donc la méthode, c'est d'amalgamer un maximum d'images, et ensuite de trier, et puis d'en enlever, d'en remettre, et ainsi de suite. Et à la fin, de découler une gamme de couleurs. Sur celle-là, il n'y en a pas vraiment, mais elle donne quand même un aspect. Et là, on a la gamme de couleurs, quelques polices de caractères, et surtout un univers graphique dans lequel on va s'inscrire. Donc c'est des choses piochées à droite à gauche, encore une fois, et qu'il faut amalgamer. Donc là, au niveau du format, voilà, c'est des planches A4 ou A3 ou plus grandes si on veut. Enfin, du coup, il n'y a pas de règle là-dessus. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, sinon, continuez sur la création du logo. Donc à partir de la planche tendance, on en découle un univers graphique. Et c'est important de bien se pencher sur la création du logo dès le début, parce qu'en fait, ça va conditionner l'avenir de votre marque et de votre société. Sa réputation, sa notoriété. Et donc, à partir du moment où c'est lancé, c'est difficile après de revenir en arrière. C'est toujours possible de changer de logo, mais au stade de démarrage, c'est important de vraiment avoir quelque chose de finalisé, de façon à ce qu'on puisse, de manière pérenne, s'appuyer dessus pour tous les supports. Parce qu'en fait, il faut penser qu'une fois que votre logo est créé, soit si vous avez des produits, ben, votre logo sera dessus. Si vous avez un service, il sera identifié grâce à votre logo. Donc, c'est important de pouvoir avoir un logo sur lequel on peut s'appuyer dans le temps. Bon, c'est des logos effectivement qui sont inscrits dans le temps, et je vous souhaite à tous d'avoir des logos comme ça qui seraient très connus. Pas sûr, mais bon, on ne sait jamais. Donc je crois qu'il y a 8 points sur lesquels il faut être vigilant pour la création du logo. Donc en premier, c'est la lisibilité. On doit comprendre tout de suite de quoi on parle dès qu'on voit votre logo, pouvoir le lire en quelques secondes. Pour ça, il faut un nombre de couleurs limité, donc 1, 2, 3 couleurs. Après, on peut y avoir des dégradés, mais ce n'est pas forcément le plus commun. Ah oui, pour votre logo, l'important aussi, c'est d'en connaître un peu l'usage, parce qu'effectivement, il va y avoir plusieurs
plusieurs façons de l'utiliser, mais suivant votre activité, soit il va y avoir une enseigne à un moment donné, ou alors ça va être vraiment que digital, ou print essentiellement, où il va être sur des produits, sur des petites tailles ou des grandes tailles. Donc il faut avoir une idée à peu près de là où il va être utilisé quand même pour pouvoir envisager sa création. Donc une ou deux couleurs, voire trois. Au-delà, ça devient compliqué. Encore une fois, c'est pour qu'il ait un impact mémoriel assez fort sur vos cibles. Une police ou deux s'il y a une baseline, mais une police c'est bien. Elle peut être transformée éventuellement. Il faut qu'il soit donc encore une fois pratique, donc fonctionnel pour pouvoir être adapté à différents supports. Que la simplicité de création peut être, enfin sa sobriété dans la création peut avoir un impact sur son côté pratique. Et sur son encombrement aussi, savoir s'il va être allongé ou plutôt carré ou plutôt en hauteur, sachant qu'effectivement, derrière, il y aura une application sur son usage. On le voit souvent sur les signatures d'affiches, les logos n'ont pas le même impact quand ils sont mis les uns à côté des autres en signature. Une composition équilibrée, ben, ça, c'est une question de proportion. Donc, en fait, souvent, un logo, s'il est seulement typographique, au niveau de la composition, on devrait être à peu près tranquille. Ça dépend de la taille du nom, mais on devrait être plutôt à l'aise. Si on lui associe un symbole, il faut faire attention à la taille de ce symbole, qu'il ne vienne pas vampiriser le nom. Et à l'inverse, qu'il soit lisible quand on met le logo petit, que le symbole reste lisible et identifiable. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose à bien doser. On le voit souvent, j'ai vu des personnes créer des logos avec ChatGPT ou même sur Canva. Beaucoup de logos donnent beaucoup de place aux symboles. Et en fait, avec un nom petit en dessous, alors on est très content parce que c'est très joli, et le symbole a beaucoup de détails, on a presque une illustration, sauf que derrière, à l'usage, ce sera inefficace au possible, parce que le logo, il ne sera pas lisible, le texte, il va être trop petit, ou alors le symbole trop compliqué quand on va le mettre en petit. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc garder à l'esprit d'avoir une bonne proportion entre le symbole et le nom, et ne pas avoir envie de mettre le symbole trop gros. En fait, souvent, on a envie d'avoir un symbole énorme, à l'instar de Nike, mais on n'est pas tous Nike. Et du coup, Nike, l'avantage aussi, c'est que le nom est court, donc on peut avoir un symbole qui est assez gros. Mais, euh, mais voilà, il faut faire attention à ces proportions-là. On peut lui associer une baseline de façon à tout de suite ancrer une valeur ou le métier ou le service qu'on propose. Donc la baseline, c'est aussi important dans un logo, surtout pour une marque qui n'est pas très connue. Et on peut tout à fait lui associer, donc c'est soit une accroche qui va donner envie de découvrir la marque, ou alors un positionnement, ou alors c'est carrément l'activité elle-même pour être plus clair, ou même on peut avoir la cible à qui on s'adresse dans la baseline. Elle se situe en général sous le logo et elle doit être elle aussi lisible, même à une taille réduite du logo. Et ensuite, le logo doit évidemment être impactant et surprendre un peu votre public, de façon à ce qu'il reste en mémoire et qu'on garde, dès qu'on pense à votre marque, qu'on pense à votre logo. Les deux soient indissociables et que tout de suite votre image de marque soit associée à quelque chose de fort. Et enfin, le logo, il est conçu pour durer. Donc, même s'il est dans une tendance contemporaine, effectivement, il y a toujours des tendances contemporaines, des logos à la mode. Il faut faire attention parce que les modes passent assez vite. Et par contre, le logo, il reste. Donc, il faut faire attention à ce que votre logo ne soit pas trop de tendance pour qu'il ne se démode pas trop vite non plus. Donc, c'est pour ça que la planche tendance, elle, qui n'est pas une planche à la mode, mais c'est votre mode. Donc c'est important que le logo se raccroche à la planche tendance de façon à ce que, même dans le temps, il ne se démode pas, entre guillemets. Même si de toute façon, une durée de vie de logo, en général, on est entre 5 et 10 ans sur une activité. Après, il peut évoluer.
Et sachant qu'il ne changera pas radicalement, pour un changement radical, il faut attendre une dizaine d'années ou 20 ans même avant qu'on ait un changement radical de logo. Mais votre logo, il va s'inscrire dans le temps. Vous aurez tout un tas de supports qui vont être utilisés avec votre logo. Donc, il ne s'agit pas de le changer tous les 3 ans pour se faire plaisir et suivre la mode. Sinon, vous allez perdre en attachement à votre marque et en reconnaissance. Donc, pour faire un logo, on a différents outils qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, il y a effectivement Canva qui est intéressant parce que vous pouvez faire un logo tout seul à partir de modèles. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir des modèles qui vont être utilisés par d'autres gens aussi. Donc, au niveau des marcations, c'est pas foufou. Au niveau des droits d'auteur aussi, vous n'aurez pas les droits exclusifs. Donc, effectivement, n'importe qui pourra reprendre votre logo à sa guise. Et après, au niveau technique, ça peut poser des problèmes parce qu'il faut quand même avoir certaines définitions qui sont demandées par les professionnels derrière pour imprimer votre logo ou pouvoir en faire ce qu'on veut. Et après, vous avez les logiciels de PAO traditionnels, type Adobe Illustrator, Photoshop, mais plutôt Illustrator parce qu'il faut du vectoriel pour pouvoir lui faire supporter des agrandissements suffisants. Et ensuite, après, vous pouvez aller voir des professionnels type freelance ou agences de communication qui sont tout à fait en mesure de créer des logos pour vous. En général, ça se passe, on vous propose un panel de logos qui s'appuie sur la planche tendance. Et là-dessus, après, il y a des choix qui se font. Il y a 2-3 allers-retours suivant les sujets, suivant les coups de cœur ou non. Et à la fin, vous avez un logo finalisé avec sous différents formats qui seront utilisables par n'importe quel prestataire derrière pour vos différents supports. Ensuite, je vous propose de passer, puisque là, le temps passe, et on va passer donc au site internet avec une approche sur l'UX. Alors l'UX, c'est la User Experience. Donc c'est l'expérience utilisateur qui est très importante dans la création et dans la conception d'un site internet. C'est un gros mot, il y a plein de choses très intelligentes qui sont écrites sur l'UX. Alors ça existe aussi dans la création simplement de produits, dans le design en général. Sur le site internet, c'est presque un mot assez pompeux, mais qui malgré tout a une résonance assez intéressante parce qu'elle permet de se focaliser sur l'usage et l'utilité de votre site internet. Un site internet s'adresse à des gens et ce n'est pas justement quelque chose qui est fait pour vous, mais c'est quelque chose qui est fait pour vos cibles. C'est écrit là. Donc il est au service de ses utilisateurs. Donc quand on fait un site internet, il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est ce qui compte avant tout. Pour avoir le site le plus beau du monde qui parle de vous et de votre activité, de votre produit, de votre entreprise, s'il ne sert à rien pour ses visiteurs, il ne sera pas efficace et il ne vous apportera absolument rien, si ce n'est un peu de flatterie de l'ego et ça fera du bien, mais malgré tout, c'est pas un salon, c'est pas votre salon, c'est pas votre salle à manger ou votre maison. C'est vraiment un outil de communication à part entière qui permet aux visiteurs de trouver des réponses à ces problématiques. Et c'est pas simplement juste montrer votre entreprise et vos services. Donc pour ça, il faut de l'empathie. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par avoir identifié le persona ou la cible que vous souhaitez toucher sur Internet. En fait, il faut savoir que sur Google, vous n'allez pas avoir accès à toute votre cible. Et c'est pas forcément toute votre cible que vous allez aller chercher sur Internet. Il faut vraiment chercher les personnes, le profil que vous allez, le profil cible que vous allez toucher sur Internet. C'est-à-dire qu'il faut même segmenter au sein même de votre cible la cible que vous allez aller chercher sur Internet. Parce que tout le monde ne va pas aller chercher de la réponse sur Internet. Vous allez avoir d'autres canaux de communication qui vont vous permettre d'avoir telle ou telle cible.
En revanche, il y a une partie de votre cible qui va être sur Internet. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse en particulier. Donc, votre site Internet ne va pas pouvoir s'adresser à tout le monde. Il va vraiment aller chercher des gens en particulier. C'est de cette façon-là qui va être efficace. Car même si vous avez un profil type de consommateur qui va être bien identifié, dans ce consommateur-là, il y a une partie qui va aller chercher sur Internet, un comportement type qui va aller chercher sur Internet, mais pas tous. Donc on va s'intéresser qu'à ceux qui vont aller chercher sur Internet. Et comment? Donc pour ça, il faut se mettre dans la peau de l'utilisateur. Alors comment? Avec des enquêtes, des sondages, des interviews éventuellement, mais aussi peut-être du bon sens et puis une réflexion vraiment approfondie sur ce que vous allez cibler. Donc c'est ce que j'ai indiqué. Donc hiérarchiser vos cibles et donc ainsi vous allez hiérarchiser vos contenus. Donc ça c'est vraiment très important. Parce qu'ensuite, il va falloir guider l'utilisateur. Donc, si vous ne connaissez pas bien votre utilisateur, vous allez avoir du mal à le guider. Il peut y avoir plusieurs types d'utilisateurs aussi. Vous pouvez avoir plusieurs cibles sur Internet malgré tout, mais encore une fois, pour chacun, il va falloir utiliser un parcours différent. Donc, pour ça, il faut avoir une arborescence claire, un nombre de choix limité dans les entrées de votre site Internet, des boutons très accessibles. Alors, accessible, ça veut dire que sur la partie smartphone, il faut qu'avec le pouce, on arrive à atteindre le bouton. Le pouce de la main droite ou de la main gauche, ça a une importance. Donc, si vous vous adressez plutôt à des gauchers ou pas, ça dépend des produits. Il peut y avoir une cible gauchère. Donc, le bouton accessible et un nombre de pages limité. Et privilégiez pour ça le scroll au clic, car l'important pour l'utilisateur de votre site Internet, c'est d'arriver rapidement à l'information qu'il recherche. On ne vient pas sur Internet par hasard, on vient sur Internet pour chercher quelque chose de précis. Et si votre site ne répond pas à la recherche rapidement, l'internaute s'en va rapidement aussi. Effectivement, s'il vient sur votre site parce qu'il a eu connaissance de votre marque par ailleurs, son comportement va être un poil différent. Donc pour ça, il faut aussi imaginer du contenu différent pour les gens qui seront captifs dès l'arrivée. Ceux qui auront tapé votre nom de domaine directement, eux, ils auront un parcours privilégié parce qu'ils ont un autre profil. Néanmoins, il faut garder en tête d'avoir une navigation intuitive avec un menu toujours accessible et, si possible, un fil d'Ariane qui vous permet de savoir où vous en êtes dans votre navigation. Donc ça, c'est les petites choses qu'il faut bien avoir en tête au moment de la conception du site. L'éco-conception. Donc l'éco-conception web, c'est quelque chose d'important parce que c'est bon, à la fois pour l'environnement, effectivement, c'était un des actes de recherche qui ont mené à ce concept. L'éco-conception, finalement, a beaucoup d'avantages. Elle va faciliter la rapidité de chargement de votre site Internet par un code optimisé, par des images optimisées également, et tout un tas de petites choses techniques qui vont permettre d'avoir une vitesse de chargement beaucoup plus rapide, ce qui va engager beaucoup plus l'utilisateur, car quand vous arrivez sur un site Internet et il faut attendre 3 secondes pour son chargement, la plupart des gens s'en vont. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc on va avoir un site joli, mais malgré tout, il faut qu'il soit chargé rapidement. Donc on laisse tomber les grandes vidéos plein écran assez lourdes, on laisse tomber les grandes images et tout ça, on va à l'essentiel. On peut avoir des choses de qualité, mais en gardant à l'esprit cet aspect éco-conception. Ce qui va aussi faciliter l'accessibilité de tout type d'internautes. Et aussi qui induit une simplicité dans la navigation et dans l'approche qu'on aura de votre site Internet. Ensuite, sur le site Internet, il faut soigner le fond autant que la forme, avec un contenu qui doit être vraiment pertinent, car l'internaute ne vient pas chercher forcément des choses sur votre entreprise. Il vient chercher, encore une fois,
quelque chose qui te concerne, qui va lui apporter des réponses. Donc votre entreprise, savoir qui sommes-nous et vos valeurs et tout ça, c'est important de les avoir, par exemple, mais c'est vraiment secondaire dans ce que vient chercher l'internaute. Il vient chercher vraiment la finalité de son produit, son besoin, qui répond à son besoin. Donc il faut avoir une rédaction qui soit SEO friendly, donc ça c'est le référencement naturel. Donc c'est un champ lexical, on y revient, le champ lexical de votre marque qui va les recherches que peuvent faire vos cibles sur Internet. Des images de qualité, mais pas trop lourdes, optimisées. Mais un responsive web design, donc ça c'est évidemment qui soit adaptable aux écrans de bureau comme sur les smartphones ou les tablettes. Par rapport au référencement naturel, il faut bien penser que vous ne pourrez pas être repérable sur toutes les requêtes. Donc encore une fois, il faut vraiment cibler une requête particulière dans un premier temps, ou deux, ou trois, mais vraiment s'appuyer sur quelques requêtes, ce qui va aussi permettre de hiérarchiser vos cibles. Car vous ne pourrez pas vous battre sur tous les terrains en même temps, c'est très difficile d'être en première page de Google sur toutes les requêtes. Mais c'est faisable. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de site qu'un site mal fait, parce que un site mal fait va être contre-productif par rapport à votre image de marque, ne va pas répondre aux attentes des internautes, et au final, vous aurez dépensé des sous ou de l'énergie et du temps sur quelque chose qui ne vous apportera absolument rien. Donc, dans un premier temps, soit vous n'avez pas le moyen d'investir dans un site internet qui sera performant, et dans ce cas, vous ne faites pas de site. Ou alors, vous avez le temps de vous y pencher et de vous poser les bonnes questions pour avoir un site internet qui soit tout de suite performant. Travaillez votre SEO et votre référencement naturel dès le début. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre à plus tard. L'indexation par Google, c'est très opaque au niveau de l'algorithme. Donc, en fait, si on ne fait pas les choses bien tout de suite, il risque de garder un mauvais souvenir de votre site internet et après que ce soit impossible à remonter. On a vraiment travaillé ça, notamment pour notre agence Les Somnambules. Au départ, on partait de rien, avec une feuille blanche et pas de référence. Et notre enjeu, c'était de monter sur une requête assez rapidement sur Google. Donc on avait choisi la requête Agence Communication Poitiers. Et on a construit le site complètement là-dessus. Et en fait, le résultat, c'est que dès la première année, on est apparu en première page de Google. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, on est en premier sur cette requête-là. Donc en fait, on a vraiment travaillé dans ce sens-là. Et c'est un travail de longue haleine qui nécessite d'avoir vraiment une stratégie et une réflexion sur le contenu et sur la façon de créer son site internet. Si on avait laissé un peu ça de côté dès le début, on n'aurait pas pu remonter aussi vite sur les réponses de Google. Donc on a fait le tour des sites internet et maintenant en avant les histoires avec le motion design, un des éléments importants, un outil de communication vraiment performant. On s'en est aperçu en fait avec l'expérience qu'on a eue avec nos clients, avec les Somnambules. C'était vraiment sur des problématiques d'explication de produits ou de services, où on s'est aperçu assez rapidement que les gens avaient du mal à expliquer leur service, notamment dans le domaine de la santé et de la prévention. On a travaillé avec une association qui s'appelle La Passerelle, qui fait de la prévention qui propose des ateliers d'éducation thérapeutique du patient sur toute la Vienne. Et l'éducation thérapeutique du patient, c'est pas connu de grand monde. Ça s'adresse aux personnes atteintes de maladies chroniques. Et le concept même d'atelier en ambulatoire, hors parcours médical, c'était pas du tout facile à expliquer. Et en fait, on leur a proposé de faire un motion design
qui a permis de pouvoir expliquer exactement comment ça se passe. Et encore une fois, on s'est mis en situation d'empathie pour ça, où là, carrément, on a scénarisé le parcours d'une personne en situation de maladie chronique qui participait à ces ateliers-là. Et c'est donc elle-même qui explique le parcours comment ça marche. Et au final, la cliente, donc la passerelle, nous a expliqué qu'effectivement, ce motion design lui ôtait une demi-heure de blabla avec une explication difficile à donner. Et ça lui a permis de pouvoir expliquer son travail et son offre en 1 à 2 minutes, donc assez rapidement. Donc c'est vraiment un outil quand vous avez des produits ou des offres de services innovantes ou complexes qui permettent de vraiment expliquer facilement votre produit. Donc ça se passe comment? Ça met en place, il faut mettre un schéma narratif dans lequel le spectateur va pouvoir s'identifier et comprendre quelle est sa place dans votre offre. Donc pour ça, il faut mettre en place un script avec un éditeur comme personnage principal. Donc ça va permettre d'avoir de tout de suite mettre en place le scénario un peu du motion design. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que votre parcours utilisateur, le parcours utilisateur que vous avez imaginé par rapport à votre produit ou votre service que vous allez mettre à disposition. Donc dans ce script, il faut bien penser qu'il faut éviter d'avoir un jargon trop technique ou trop compliqué. Et pour cela, vous pouvez tout à fait travailler avec des gens qui ne connaissent pas forcément votre produit. C'est ce qui est intéressant parce que dans ce cas, vous allez être obligé de vulgariser en gros votre activité. Ensuite, on s'appuie sur un storyboard assez détaillé, donc en plusieurs cases, peu importe la durée de votre motion au final, mais il faut avoir des cases donc comme une BD un peu, pour visualiser chaque scène de votre script. Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas forcément un talent de dessinateur, dessiner ou crayonner ce que vous voulez voir dans chaque scène et indiquer le timing approximatif de chaque scène. Ça demande un petit effort, mais c'est faisable. Après, vous pouvez faire une veille sur tout ce qui a été fait déjà en motion design pour des choses qui sont dans votre secteur d'activité ou pas. Mais sur des vidéos qui expliquent, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui expliquent les différents produits. On peut préciser aussi sur le storyboard les mouvements de caméra, avoir quelque chose, une approche un peu cinématographique de l'exercice. Ensuite, il faut déterminer un style graphique. Le design doit s'intégrer à votre charte graphique, donc il peut venir aussi, toujours là, on peut se reporter à la performance dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est soit un dessin, soit des dessins, soit aussi des photos ou des images filmées, évidemment. Et gardez bien en tête d'avoir de la sobriété et de la simplicité pour une compréhension vraiment rapide. Là aussi, vous êtes dans un univers concurrentiel, les gens ont un temps de cerveau disponible de plus en plus court, donc il faut aller directement à l'essentiel. Là, c'est un exemple l'exemple du storyboard pour la passerelle, où on a mis en scène Agathe qui est atteinte d'une maladie chronique, et toutes les scènes qui permettent de comprendre en fait le service proposé. Et je remets le son, et il faut du son évidemment. Donc là, il faut une voix off. Donc soit vous êtes en mesure de fabriquer la voix off, ou alors il y a des acteurs qui peuvent le faire pour vous, ou bien même encore des IA aujourd'hui qui sont pas forcément super, mais qui font le job quand même. Ça peut être une solution à moindre coût. Et puis une musique, c'est toujours intéressant d'avoir une musique. Alors il y a des musiques libres de droit pour le coup qui sont accessibles sur des banques de musique, à l'instar des banques d'images. Pour une vingtaine d'euros ou même 5 $ des fois, on peut avoir des musiques qui sont très sympas et qui peuvent permettre de rythmer le motion design. Et la voix off, évidemment, elle sera sous-titrée
de façon à avoir une lecture quand les gens ne regardent pas le son. Au niveau des formats, là encore, ça dépend des cibles. On a tendance à faire les motion design en 16/9 parce on pense toujours écran de bureau. Aujourd'hui, c'est possible de faire des motion design en 16/9 mais format téléphone, donc verticaux. C'est peut-être plus pertinent de façon à avoir un plein écran qui soit vraiment optimal et du coup, ça, j'avoue, j'ai pas encore fait ce genre d'exercice, mais je trouve que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde consulte d'abord sur son téléphone avant d'aller sur un ordinateur de bureau. Et ensuite, l'important, une fois qu'on a fait son motion design, c'est de diffuser tous azimuts de façon à ce que votre investissement temps ou argent sur ce produit soit vu par le plus grand nombre, donc YouTube, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, votre site internet, et même sur vos supports imprimés via un QR code pour pouvoir accéder directement à les vidéos. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Je vous remercie de votre attention, parce que vous n'êtes pas tous partis. Et Merci, Jérôme. je suis à l'écoute de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va à reprendre le micro. On peut vous entendre, mais également, il semble que quelqu'un a déjà posé des petites choses sur le. Là, c'était juste pour me dire que vous entendez bien. Et vous pouvez lever la main. N'hésitez pas à rouvrir vos micros pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que vous avez des questions pour Jérôme? Pas l'impression. Personne ne joue son micro. Il n'y a pas de questions. Vous êtes trop timide. Ou endormi, ouais. C'était soporifique. C'était soporifique. Ah si, non, Angélique, merci, tout était clair. D'accord. Merci Angélique. C'est gentil, merci. Et peut-être Saïda. N'hésitez pas à allumer vos micros si c'est plus facile pour vous, il n'y a pas de problème. Ah oui, bonjour. Est-ce que c'est utile d'ajouter un slogan au logo dès le départ ou non? Pas forcément. Pas forcément, vaut mieux pas de slogan qu'un mauvais slogan, mais comme pour les sites internet. Mais néanmoins, ça peut quand même être. C'est l'histoire de la baseline en fait. Il fait soit un slogan qui est très marketing et très. Et là, du coup, il a pas forcément une durée de vie très longue parce que ça va dépendre de votre produit. En revanche, une baseline peut être intéressante pour décrire plus précisément votre activité. Quand vous avez un nom qui n'est pas dans lequel on ressent pas forcément le métier. Par exemple, si un cabinet d'experts comptables utilise un nom de famille, souvent, on appelle ça le cabinet Tartampion, il vaut mieux mettre expert comptable en dessous pour être sûr de ne pas louper le coche. Écrit. Est-ce que vous pouvez expliciter davantage la création de l'univers de la marque par rapport à la création de la start-up en elle-même? Ah bah oui. La création de la start-up, c'est en fait voilà, c'est quelque chose vous allez créer un produit, un service. Donc là, il y a quelque chose de très concret. Et l'univers de la marque, ça va être, on va être sur quelque chose, sur une ambiance graphique, un univers visuel sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. En fait, votre métier, ça sera la création de la start-up. Par contre, l'univers graphique, ça sera votre image. Par exemple, pour en revenir à Nike, ils font des chaussures. Mais par contre, tout leur univers graphique, le swoosh et tout ça, ça n'a rien à voir avec les chaussures. C'est juste une image.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous fera passer, si tu le veux bien, Jérôme, bien sûr, tes coordonnées, Bien. La présentation. ta présentation, Surtout qu'il y a des liens dedans qui permettent d'aller voir un peu plus loin. pour aller cliquer. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, voilà, on fera le lien bien sûr avec Jérôme, sans problème. Voilà. C'est bon? Mais merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Taïda, c'était super. Merci à vous tous. Merci, Merci. d'avoir suivi ce Merci. webinaire. Merci beaucoup. Et beaucoup. sachez que le webinaire est enregistré et sera relayé aussi sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ont envie de le revoir. Ok, merci. Très bonne C'était journée à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.